Bonjour à tous. Déjà, avant de commencer, je tenais très chaleureusement à remercier Boris Vallaud, également Maxime Sauvage et toute l'équipe pour finalement leur invitation, mais surtout la liberté de ton qu'ils m'accordent sur un sujet qui me semble essentiel, mais peut-être souvent relégué en marge des débats, donc la démarchandisation, mais du sport. Alors on nous répète que le sport est accessible, que les Françaises et les Français n'ont jamais fait autant de sport en France. Alors oui, les dernières enquêtes le montrent, 61% des Français déclarent pratiquer une activité physique et sportive de manière régulière. C'est un chiffre qui est en hausse depuis 2018. Mais j'aimerais mettre un peu de nuance. Derrière cette apparente vitalité, une autre réalité sociale se dessine, celle d'un sport qui devient progressivement un luxe. Alors, je m'explique. D'abord, les freins structurants persistent encore en France, enquête après enquête. Ce qui est souligné systématiquement, ce sont les contraintes, des contraintes scolaires, professionnelles ou encore familiales, le coût de la pratique, l'accès aux installations ou encore, j'en parlerai, l'offre sportive proposée à l'échelle des territoires. 20% des parents, aujourd'hui, alors en 2025, déclarent ne pas avoir pu inscrire leur enfant dans un club au cours de cette année. Donc c'est tout de même un cinquième. 10% également des adultes n'ont pas pu s'inscrire eux-mêmes, alors notamment après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Là, on a pu parler d'un effet Jeux Olympiques. Les clubs et les associations sont en difficulté alors pour accueillir, accompagner ou encore fidéliser justement ce public. Je reviens pas, mais vous pensez bien effectivement la saturation des créneaux d'installation en France ou encore le manque criant d'encadrants, mais je dis bien d'encadrants formés. Ce service public du sport ne garantit plus un droit effectif à la pratique, et plus particulièrement pour les jeunes filles ou encore les milieux populaires, ou les milieux les plus modestes. Mais surtout, ce modèle sportif et associatif, il est aujourd'hui fragilisé. C'est vraiment le message que j'aimerais porter. Parce que, tout autant à l'échelle nationale que locale, puisque vous le savez mieux que moi, les collectivités sont les premiers financeurs du sport, la réduction des budgets alloués au sport, mais aussi à la jeunesse, à la vie associative, affecte alors nos associations sportives qui sont pourtant le cœur battant d'une pratique de proximité, mais auprès de toutes et tous. Aujourd'hui, justement, je vous le disais, et c'est là le changement fondamental que j'aimerais souligner, seuls 20% des pratiquants en France le font dans un milieu associatif et dans un club. C'est une baisse qui est continue. Et en parallèle, puisqu'on est sur le sujet de la marchandisation et ou de la démarchandisation, la fréquentation des structures privées marchandes, commerciales, les salles de musculation, les salles de paddle, les salles de five en foot, de basket 3-3, de yoga ou autres, à l'inverse, augmente sensiblement année après année. Pour moi, ce n'est pas un simple détail statistique. C'est un changement majeur qui amène finalement une marchandisation, mais silencieuse, de l'accès au sport. On pourrait se dire, après tout, si les gens font du sport dans des salles de musculation, à travers des applications, en suivant des coachs en ligne, des youtubeurs, mais finalement, où est le problème? La question, selon moi, ce n'est pas de juger celles et ceux qui vont dans une salle de sport et principalement pour leur propre bien-être. La question fondamentale, c'est de savoir ce que produit politiquement ce modèle. Un modèle, finalement, où la santé devient d'abord un devoir individuel, où l'on peut être amené à culpabiliser des corps ordinaires, toutes celles et ceux qui sont éloignés de la culture de l'activité physique et sportive, où l'on fait peser finalement sur chacun la responsabilité individuelle d'être en bonne santé, mais sans garantir collectivement le temps, les lieux et les moyens pour être actif dans son quotidien. Donc ce développement qui est massif, il faut vraiment le comprendre, du sport marchand, il s'appuie sur cette vision très individualiste aussi de la santé. Et ces questions et ce terme qui me semble un peu parfois valise, disons-le, le sport santé, il s'est étendu justement dans le secteur privé. Alors vous avez les salles de fitness, j'y reviens pas, les coachs à distance, mais toutes ces offres à la carte, ces formules qui sont sans engagement, qui répondent peut-être à l'évolution de notre société, de nos modes de vie, la liberté, la flexibilité, l'autonomie. Mais encore une fois, cette liberté, elle reste largement individuelle. On consomme du sport comme un service. Souvent, et c'est un point qui me semble important, j'y reviendrai sur des propositions,
souvent sans véritable transmission de culture sportive, sans projet éducatif également, et avec un accompagnement limité dans le temps. Donc l'enjeu d'émancipation collective et d'accès à une culture corporelle commune s'efface derrière cette illusion, parce que c'est bien d'une illusion de liberté dont il s'agit. Plus l'offre sportive est marchande, vous l'aurez compris, plus le sport devient un luxe. Les mieux dotés, vous connaissez les travaux sociologiques depuis Bourdieu à aujourd'hui, l'ont bien montré dans l'accès au sport, hein. Ce sont les mieux dotés en capitaux, certes économiques, mais aussi culturels, qui peuvent aujourd'hui s'abonner à ce sport marchand. Les plus précaires, de fait, resteront à l'écart. Donc le résultat, il est clair. Chacun aujourd'hui est sommé de devenir son propre entrepreneur de sa propre santé, hein. Et pour les milieux les plus modestes, c'est une injonction presque impossible à tenir. C'est, j'ai envie de dire, la double peine. On peut manquer de ressources, et en parallèle, on a une forme de pression, d'injonction morale qui se surajoute. Donc cette marchandisation, elle n'est pas qu'économique, elle est d'abord sociale. Le recul de la pratique en club, je vous disais, c'est une vraie tendance. La progression d'une pratique de plus en plus solitaire. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes, vous avez environ 50% des Françaises et des Français, hein, des jeunes adultes, qui pratiquent de manière solitaire. Donc ça signifie aussi moins d'encadrement éducatif, moins de citoyenneté vécue dans nos clubs, dans nos associations, moins de bénévolat, moins d'engagement associatif, peut-être aussi moins de rencontres intergénérationnelles. Et enfin, je parlerai d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'école, mais moins de liens entre nos écoles, nos clubs et nos quartiers. Dans ce contexte, le club associatif, hein, il reste pourtant l'un des rares lieux où le sport n'est pas seulement une prestation, un service. C'est, et peut-être c'est le sujet essentiel, il me semble, un espace de socialisation, d'apprentissage et de vivre ensemble. Donc quand on fragilise nos clubs, nos associations, en réduisant des subventions, ou encore des investissements dans des infrastructures, hein, on fragilise un pilier commun des Françaises et des Français. Dans un univers où le sport, je vous disais, est de plus en plus consommé comme un service, l'école et l'EPS, donc l'éducation physique et sportive, jouent ou peut-être doit davantage encore jouer un rôle crucial. Ces disciplines EPS qu'on peut parfois décrier restent tout de même l'un des derniers espaces communs où le corps, notre corps, il peut être l'objet d'un apprentissage, d'une culture aussi corporelle partagée, d'une formation citoyenne et critique, parce qu'on parle beaucoup actuellement, on en parlera certainement à travers les réseaux sociaux, hein, mais cette nécessité aussi de former des citoyens critiques. Critique de quoi? Mais critique des normes corporelles dominantes, de ces dérives aussi. Donc pour certains enfants, l'EPS, il faut le rappeler, je pense, peut-être le marteler. C'est le seul moment d'activité physique et sportive de la semaine. Donc démarchandiser le sport, c'est aussi sanctuariser ce droit à la culture corporelle à l'école. Et selon moi, il est urgent de repolitiser le sport au quotidien en France. Mais repolitiser comme un bien culturel commun à préserver, voire à renforcer. Vous l'avez compris, le défi, il est certes financier, mais il est peut-être encore plus symbolique, social et politique. Le sport, il fera société si l'action publique en fait un droit commun. Et je le répète, hein, la démarchandisation du sport, ce n'est pas l'abolition de toute activité privée marchande. J'insiste, et je ne l'ai peut-être pas assez souligné. Mais c'est le refus de laisser le marché décider seul. Seul, qui peut faire du sport? Où? Avec qui? Et comment? C'est affirmer que le sport, ce n'est pas être seulement un service, c'est un bien ou un bien de consommation. Il doit peut-être redevenir ce bien culturel commun partagé. Concrètement, et je vais terminer sur ces éléments, cela veut dire plusieurs choses. Alors, j'ai dû cibler, hein, vous pensez bien. Mais déjà, en premier lieu, rendre effectif l'accès au sport. Garantir cette offre associative de proximité avec une tarification sociale. On a parlé du passeport, mais on pourrait, je pense, aller beaucoup plus loin dans l'adaptation, justement, et aux besoins des populations pour permettre cet accueil inconditionnel. Stabiliser nécessairement les finances des clubs qui sont fragilisés. Reconnaître le bénévolat. On a actuellement une crise du bénévolat, même si je ne vais pas entrer dans les détails, puisque du président à l'engagement, aux bénévoles et à l'éducateur, il y a évidemment plein de strates, mais tout de même, il s'agit d'investir là où c'est peut-être le plus difficile d'avoir accès au sport,
Je vous le disais, les quartiers populaires, la ruralité, mais aussi les filles. En France, en 2026, ce sont encore les filles principalement qui décrochent, qui abandonnent la pratique sportive, ou encore les personnes en situation de handicap. Un deuxième point, renforcer donc ce service public du sport et de l'éducation. Je vous disais, sanctuariser finalement l'EPS comme un droit fondamental, mais comme lire, écrire, compter. Pour tous ces enfants de la République, donc faire de l'école ce véritable lieu d'émancipation corporelle. Repenser plus largement nos clubs, mais pas simplement comme un lieu sportif, comme de véritables tiers-lieux. Des tiers-lieux sportifs, éducatifs, culturels, citoyens. Nos clubs, ce ne sont pas simplement des fournisseurs de créneaux au quotidien. Ils ont un rôle, je pense, social qu'il faut rappeler et qu'il s'agit peut-être d'accompagner. Enfin, dernier point, inscrire ce sport, et je reconnais ne l'avoir pas assez précisé, mais inscrire le sport dans la transition écologique. Donc prioriser nos équipements durables. Mais plus que cette question de sobriété sportive, ça passe nécessairement par des pratiques de proximité, la mobilité active. Et je sais que face à moi, j'ai de nombreux élus qui travaillent au quotidien. Mais plutôt qu'un modèle de grands événements tourné vers le gigantisme. Et là, dans 4 ans, nous avons quand même des Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes. Et c'est un sujet essentiel qu'il va falloir et qu'il faut peut-être déjà prendre en compte. Donc je termine avec cette conviction, c'est que le sport, c'est un révélateur de notre modèle de société. Reconstruire un service public du sport, c'est donc choisir le commun contre l'entre-soi. L'activité physique, le sport, l'éducation doivent donc redevenir ce bien commun. Et c'est garanti par nos écoles de la République, nos services publics et des choix budgétaires. Et pas abandonner donc au marché ou encore à la seule responsabilité individuelle. Démarchandiser le sport, c'est en faire à nouveau cet outil d'émancipation. Un espace où chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte peut trouver sa place, avoir ou reprendre confiance en soi. S'ouvrir aussi culturellement, parce que le sport, c'est un élément de la culture, c'est un fait social total en France. Et enfin, pratiquer un sport dans un cadre bienveillant et solidaire. Merci à toutes et tous pour votre écoute.